Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Power Hebdo. Ça va bien, JF? Ça va super bien, toi, Nick? Ah oui, super bien. Hey, cette semaine, on parle de comment calculer le ROI de votre force de vente, un sujet très riche. Exact. Alors, chaque semaine dans le Power Hebdo, on parle de comment utiliser les données pour mieux vendre. Moi, je me présente, je suis Dominique Blouin, je suis le président de Davidé. Donc, je développe des logiciels avec la firme Davidé qui aide les manufacturiers, les distributeurs et les agents à utiliser les données pour mieux vendre. Et Davidé, c'est aussi l'entreprise qui développe le logiciel Pawa. Pawa, c'est un logiciel justement spécialisé qui vise ces entreprises qui vendent aux commerçants et qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente. Surtout, nous, notre dada, c'est d'utiliser les données, les transformer en outils pour vendre. Donc, chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données. Cette semaine, quel est le ROI, le retour sur investissement de votre équipe de vente terrain? Donc, JF et moi, on a préparé plusieurs, plusieurs informations. On va discuter de ce sujet-là, dont on pourrait discuter pendant des heures. On va C'est faire très ça en 20 minutes. c'est ça, dans le petit défi. Donc, on commence ça avec la formule. Dans le fond, c'est simple là, quand on prend ça en général. Comment calculer le retour sur investissement? C'est on prend le gain sur l'investissement moins le coût de l'investissement divisé par le coût de l'investissement fois 100. Là, Mathématiques 101. c'est super simple. Si on prend un exemple là, concret, si par exemple, on a un vendeur qui vend pour 1 million de dollars, qui fait une marge de 20 sur ce million-là. Donc là, on se retrouve à avoir un gain sur investissement de 200 000 dollars, moins les coûts qu'on a pour ce représentant-là. Mettons qu'on le paye 80 000 dollars, plus des frais, compte de dépenses, etc., de 20 000 dollars. Donc là, on est à moins 100 000 dollars. Fait que là, on est à 200 000 fois moins 100 000 divisé par 100 000 fois 100. Donc là, on est kiff-kiff à 100 Donc cette personne-là ne rapporte pas d'argent, mais n'en coûte pas non plus. Elle est exactement au point de optimal. Ben, pas optimal, mais qui coûte rien. En fait, idéalement, on souhaiterait qu'elle rapporte plus, mais en termes de mathématiques de base, c'est ça qu'il faut faire. C'est sûr que dans le gain sur l'investissement qui est à mesurer, tu as parlé de gain, d'aller évaluer réellement l'effet du représentant sur ce gain-là. On va en parler plus en détail. Comment on peut mesurer ça, comment on peut euh, faire en sorte d'augmenter ce gain-là. Ensuite de ça, le coût sur l'investissement, ça peut être très complexe aussi à traquer. On parle de salaire, ça c'est assez facile à mathématiser. On parle peut-être de système de bonification. Là, on rentre des paramètres un peu plus complexes. On parle de compte de dépenses, on parle d'investissement. Donc, euh, tout de même, on va toujours retourner à cette formule de base-là. Puis, il faut se développer des mécanismes pour être capable de mesurer ça. Fait qu'on va en discuter aujourd'hui. On va discuter aussi de surtout comment augmenter le gain sur l'investissement, là, parce que c'est sur ça qu'on a un effet. Euh, Exact. Parce que mathématiquement, dans bien des cas, quand on intègre des nouveaux représentants, par exemple, le coût va être élevé, le gain va être faible dans certains cas quand le onboarding est plus ou moins long. Donc, il faut regarder cette formule-là de façon générale puis la travailler. Donc, on va voir différentes façons. Je pense qu'on propose 7 Exact. mécanismes qui permettent de justement augmenter le gain sur investissement puis mesurer l'effet de la force de vente. Donc, et si les gens sont intéressés, on peut les aider dans leur entreprise à développer des grilles d'évaluation de ces paramètres-là pour le bien de notre discussion, de monter une grille très simple là, dans laquelle on va naviguer au cours de la présentation, mais ça peut être beaucoup plus détaillé. Exact. Ça, c'est un très bon point. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de garder ça simple là, pour un petit 20 minutes, là, mais on peut vite aller dans les détails. Effectivement. Donc, le premier point,
c'est combien de représentants avez-vous besoin? Ça, c'est un point très intéressant. On a différents scénarios. Ici, on a trouvé sur le site Tech40. Dans le fond, c'est une grille qu'ils utilisaient pour calculer environ, selon la réalité, combien de représentants vous avez besoin. Puis, tu sais, dans le fond, il y a différentes métriques là, qu'il faut prendre en considération. Ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre réalité, mais quand même, là, le nombre de calls qui doit être fait par compte, c'est de partir d'un target. Après ça, c'est combien d'appels qu'on va vouloir faire par heure, puis après ça, par call, excusez-moi. Puis, c'est combien de temps qu'on va laisser aux représentants pour vendre avec les clients actuels, puis combien de temps qu'on va leur laisser pour travailler les prospects. Ça, c'est super important. Exact. On parlait souvent du ratio entre les hunters, le hunting et le farming. C'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup. Dans certains cas, les compagnies vont vouloir même diviser ces rôles-là. Dire, on a des gens qui sont des hunters, des gens qui sont des farmers. De façon générale, il semble que c'est mieux de partager cette responsabilité-là. Mais c'est intéressant ce grille-là qu'on a retrouvé, JF, justement, parce que c'est très simple, mais ça permet de scénariser. Puis la notion de segment dans la section de gauche, colonne B, ben, on voit par exemple que le premier segment, on a 200 millions de revenus pour 250 comptes, des comptes qui font 800 000 $ par compte. On va voir que le temps par call, donc l'investissement de temps pour chacune des interactions qu'on a avec nos clients, il est plus élevé. C'est intéressant de segmenter la clientèle comme ça, justement. Les gens vont souvent faire ça, faire des clusters de clients pour aller justement regarder les territoires des représentants et faire une scénarisation qui fait du sens. Parce que préparer une visite dans un magasin qui vend 5 000 $ par année versus un magasin dans un supercenter qui vend 250 000 par année, ce n'est pas le même degré de préparation. Puis il faut prendre ça en compte. Puis c'est super intéressant parce que dans ce cas-là, ça nous permet assez rapidement, dans cette grille-là, de scénariser un nombre de reps. Puis on a passé un peu sur cette idée-là, de dire, OK, si j'ai pris la décision d'avoir une force de vente, que ce soit à l'interne ou à l'externe, voici grossièrement le nombre de représentants que j'aurais besoin pour gérer des appels dans un segment, le segment A, où je fais 200 millions de revenus, 13 représentants. Puis là, dans cette image-là, on imagine une compagnie où il y aurait des ventes dans plusieurs segments. C'est bien intéressant. Exactement. Puis la colonne I, qu'on dit le selling time, dans le fond, avec les clients actuels, est super importante parce qu'on ne voudrait surtout pas que nos représentants soient 100% occupés à strictement utiliser les clients actuels s'ils ont pour rôle de développer aussi le marché. Parce que si on n'a pas des opportunités disponibles, à ce moment-là, ben, on les laisse disponibles pour la compétition. Exact. Tout à fait. OK. Fait donc, identifier la taille de notre force de vente, c'est une première chose. Fait que dans notre exercice, on va continuer sur cette idée-là. Disons qu'on a identifié le nombre de représentants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser les données pour prioriser et personnaliser. Donc, ça, dans le fond, c'est on va donner des targets, puis pas juste des revenus, mais des activités. On va regarder l'évolution, on va s'ajuster, on va prioriser à travers le temps. Ça, c'est super intéressant de parler de cibles, des targets, de revenus, parce que souvent, là, de façon de base, disons, basic, on va dire, je te fixe une cible de 1 million dans ton territoire par année, c'est ça qu'il faut que tu génères. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est très expérimenté, peut-être que c'est assez pour le motiver, puis il va dire, moi, je vais faire 1 300 000. Mais dans une organisation qui veut créer de la valeur à long terme, il faut aussi mettre des targets sur les activités. Si on dit que c'est important de faire des visites dans ces comptes-là, d'avoir des interactions, il faut les mesurer. Si on dit que c'est important de proposer des ventes incrémentales, il faut les mesurer. Donc, il faut, premièrement, comme gestionnaire, établir des cibles pour communiquer un plan. C'est un peu ça qui est l'idée. Oui, c'est un bon point de départ. Puis là, après ça, dans le fond, on va rentrer dans le point numéro 3, c'est de donner accès aux bonnes données à vos représentants.
Ça, dans le fond, je ferai une corrélation avec la préparation. Donc, la première chose que vous voulez vous assurer, c'est que les représentants aient les bonnes données pour préparer les visites en magasin ou préparer les activités qu'ils vont faire. Puis, avec les bonnes données, ils vont pouvoir prioriser les bonnes choses. Donc, ça, c'est un point aussi qui est intéressant. Puis là, si je fais une corrélation, par exemple, avec un petit chiffrier Excel qu'on a mis ici, il y a toujours une préparation qui doit être faite. Mais si on commence là, par ici, là, si on prend un exemple, on a 7,5 heures par jour pour un représentant sur la route, puis qu'on a 10 représentants dans l'équipe, qu'on se dit qu'il y a environ 4 jours par semaine que les représentants ils font des activités en magasin. On imagine qu'une journée par semaine, les représentants sont au bureau, révisent leur compte, font une planification de la semaine, ils repriorisent leurs trucs, ils ont de la formation. On conserve un 20 là, on ne remplit pas l'agenda, sinon ça devient impossible de faire de l'amélioration continue. Exact. C'est un super bon point, ça, effectivement. Puis aussi, on considère 48 semaines parce que tout le monde prend des vacances puis on a des petites journées fériées. Ouais. Donc, si on a un objectif de 4 appels par jour, bien, grosso modo, on parle de 768 appels par année et un nombre total, si on a 10 représentants, de 7680 appels par année pour votre équipe. Donc là, les chiffres... C'est un chiffre. Là. Puis quand on parle d'appels, juste pour les gens qui ne sont pas... disons, nous, on a un vocabulaire, quand on utilise des appels, ça peut être une visite, ça peut être un appel téléphonique. Donc, il y a du temps de déplacement quand on dit 4 visites par jour. Si c'est des visites physiques, en ce moment, on est beaucoup dans un mode d'appel avec la COVID, mais nous, on appelle ça des calls, donc ça peut être des visites ou des appels. 7680 occasions de bien ou mal se préparer, de faire un bon ou un mauvais call, puis de faire une bonne ou une mauvaise rétroaction après la visite. Donc, ça fait des facteurs qui ont tout un effet. Absolument. Donc là, dans le fond, on va revenir, on va faire un petit back and forth là, avec le fichier Excel puis la présentation. Mais grosso modo, la préparation a vraiment une importance puis occupe une proportion quand même importante dans la préparation des représentants. Donc, si on est capable d'améliorer ça, ça va être intéressant. Puis, la slide le point numéro 4, c'est utiliser la technologie à son plein potentiel. C'est souvent, bon, il y a avant, il y a pendant, puis après, mais pendant la visite ou l'activité, c'est vraiment important que les données soient disponibles. J'ai un super bon exemple là, avec un de nos clients, dans le fond, c'est qu'on était rentré dans un magasin, puis on se rend compte que la personne nous dit « Ah, ce produit-là, ouais, il marche pas, là, c'est pas un bon produit. » Puis là, on est comme surpris. Donc là, la représentante, elle regarde, elle dit, ben, pourtant, ce produit-là, il marche très, très bien. Elle a regardé où, non? Dans notre outil Pawa. Par hasard. Donc là, elle regardait dans l'outil Pawa, puis c'était dans un produit dans le top 10 donc, de son territoire. Puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, puis même les magasins qui étaient pas trop loin, ça fonctionnait bien avec ce produit-là. Donc là, clairement, c'est pas le produit le problème. C'est-tu la formation? C'est-tu le produit qui n'était pas disponible en tablette? Bref, ça permet d'avoir une seconde discussion en ayant les bonnes données avec la technologie live. C'est ça, c'est pas... c'est si on pensait recevoir des rapports par PDF global, tu n'es pas équipé, alors que là, tu peux agir. Moi, on pourra en parler beaucoup là, de l'exécution au magasin. Il y a d'autres exemples où on va demander aux représentants dans l'outil de dire, OK, pendant que tu effectues ton activité, combien de ventes incrémentales que tu as proposées? Donc, quand tu es arrivé sur place, tu as regardé, si tu n'étais pas venu, là, il aurait fait sa commande ordinaire, disons, de 10 unités par semaine. Puis là, tu as suggéré, je pense que tu en aurais besoin de 25. Exact. Donc, quand on demande aux représentants de nous informer sur ça, ça amène des signaux qu'on n'aurait pas eus habituellement, puis ça génère des ventes aussi. Là. Imaginez, ne serait-ce qu'à chaque activité, si tu augmentes la vente de
2-3 % par rapport à ce que tu aurais vendu normalement, multiplié par quoi? 8 000 visites, disons 7 000 visites 7 680, c'est ça. pour combien de représentants? Une dizaine. Une dizaine. Bon, ben, ça fait beaucoup de valeurs là, qui s'ajoutent en termes d'efficacité de l'intervention sur le terrain. Exactement. Donc, ça, c'est un point. Après ça, un autre point qui est intéressant, c'est d'évaluer les actions faites en magasin. Donc, ça c'est un petit peu de faire une rétrospective de ce qu'est-ce qu'on a fait. C'est d'avoir les outils aussi qui nous permettent de le faire. Donc, de constater qu'on a fait une visite, c'est quelque chose, puis de regarder c'est quoi les conséquences que ça a eu par la suite, c'est quelque chose d'autre. Exact. De mesurer, l'exemple le plus simple, là, c'est mesurer pour un représentant, il a fait combien de calls, combien de visites, combien de ventes dans une période, puis d'aller évaluer, par exemple, les ventes moyennes par visite, puis de comparer ça à des cas où on ne fait pas de visite. Donc, il faut être capable de mesurer ces choses-là. On a fait combien d'activités, puis en fonction des gens qui performent bien versus ceux qui performent moins bien, on est capable d'évaluer justement si les activités qu'on fait donnent réellement les résultats attendus, puis ont un impact sur nos revenus. Exactement. Puis ça permet aussi de se comparer avec les autres, puis de voir un peu la force qu'on a. Puis là, on va aller jumeler ça avec le prochain point. C'est dans le fond la formation de vos représentants. Donc ça, c'est une étude super intéressante sur les 500 Fortune Business. Ils ont évalué que dans le fond, sur les 518 entreprises évaluées, les top 25, ils performaient 115 % mieux et les bottom 25, donc les 25 % moins efficaces, ils allaient à 76 %. Donc là, on se retrouve avec un écart de 39 % entre les représentants qui performent le mieux et les représentants qui performent le moins bien. Donc ça, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Moi, quand on en a parlé, j'ai fait moi, je dis, c'est extraordinaire. Ils ont fait une étude. Fait que là, c'est prouvé par des faits. C'est comme des faits qui nous prouvent une évidence. Là. Les gens qui sont, on le sait, dans des équipes de vente, il y a des gens qui performent vraiment mieux. Il y a des gens qui performent vraiment moins bien. Mais d'avoir une mesure réelle de l'écart, c'est 76 % de l'atteinte de l'objectif dans disons, une personne sur 4, puis 115 % d'atteinte de l'objectif, une personne sur 4. Ça veut dire que tu as une personne sur 4 qui pourrait être leveragée par de la formation, puis augmenter sa valeur. Puis c'est certain que ça se mathématise. Donc, je pense que le point derrière l'étude, c'était c'est d'être capable de faire une mathématique. Imaginons que j'investis 3 000 $ par personne dans une formation où j'ai 10 personnes, ça vient de me coûter 30 000. C'est de l'argent, 30 000. Mais est-ce que ce 30 000-là va générer une augmentation de 3-4 % qui, en fait, me génère une marge de 150 000? Puis je pense qu'ils ont prouvé que dans plusieurs cas, là, tu peux avoir des facteurs de retour sur investissement spectaculaire. C'est de l'ordre de 100 fois, si je me souviens bien. Dans cet article-là, en fait, il parlait, exemple, d'une formation bien précise qui avait été faite dans des représentants. Puis on parle d'un retour sur investissement de 30 000 pour ça, parce qu'il avait réussi à niveler les représentants, à les amener plus vers le milieu, puis en formant, parce qu'il dit un autre point, on ne va pas juste former les moins bons, là, on va former toute l'équipe. Puis ça va aussi amener à niveler vers le haut un peu les autres segments. Mais c'est sûr que le gros gain est sur les bottoms, là, 25. Exact. Mais je pense aussi qu'on est à, je pense, 18 minutes. Mais au niveau de la formation des représentants, on parle aussi de l'organisation de l'équipe de vente. Là, on voit que les compagnies qui performent bien, quand ils ont une équipe de vente assez grosse, ils vont créer des grappes, disons, de 4-5 représentants avec un team lead. Oui. Ils vont suggérer des rencontres assez fréquentes, cadencées pour qu'il y ait du partage d'informations. Fait que ça permet de partager les bonnes pratiques, justement. Si tu n'organises pas ça comme gestionnaire, là, si tu ne mets pas en place le processus, ça n'arrivera pas tout seul. Donc, le fait de former les représentants,
ça fait en sorte, quand tu structures bien ton équipe, que les faiblesses vont être identifiées, les forces vont être identifiées, puis l'information va circuler à travers l'équipe, puis tu vas gagner en efficacité de façon importante. Exactement. Et finalement, le point très important, la communication. Ça, on a fait un live là-dessus. Communiquer. J'ai l'impression d'être dans le métro. Communiquer. C'est pas juste la communication, mais c'est les outils qui vont vous permettre aussi de bien communiquer l'information et de la rendre accessible avec le minimum de temps pour vos représentants. Exact. Si tu donnes des cibles, puis qu'à chaque fois que je veux voir si je performe par rapport à ma cible, ça me prend 45 minutes, je ne vais pas être trop motivé. Je pense aussi que tu en allais dans la grille Excel, JF, tu voulais-tu nous montrer quelque chose? Exactement. Ben, dans le fond, c'était pour faire un retour. C'est que, tu sais, si, exemple, on se dit un objectif de 4, puis la communication, c'est clair que l'objectif, c'est 4, mais qu'on sait très bien que la préparation, ben, c'est environ une demi-heure, que la durée d'une visite, c'est 45 minutes, que le travail à faire après la visite, c'est 30 minutes, puis que le déplacement, c'est une demi-heure. À ce moment-là, on se rend compte que bon, le temps réel pour une visite, ça nous prend 2 heures. Il faudrait en faire 4 par jour. Donc, on n'est pas capable de le faire. Ah oui, ben oui, exactement. On n'a pas le choix de plus efficace. Puis, tu sais, c'est des chiffres qui sont quand même réalistes avec ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Donc là, il faut vraiment optimiser chacun des points. Exact. Je pense qu'il y a, je m'excuse là, JF, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important aussi au niveau de la communication de l'objectif. C'est pourquoi on fait tout ça, c'est pourquoi on mesure les visites, pourquoi on organise les activités, parce qu'il va y avoir une résistance là, naturelle dans certains cas. Des équipes de vente qui sont plus matures, ils vont dire wow, là, on se met à mesurer mon nombre de visites, mesurer mon temps de préparation. Donc, il faut que ça soit facile. On a parlé au départ qu'il faut commencer par donner de l'information qui permet d'identifier des opportunités. Puis quand on fait ce type de mesure-là, le nombre de visites, le nombre d'activités, il faut aller chercher l'approbation de l'équipe, la compréhension de l'équipe, puis que l'objectif soit très clair. Voici pourquoi on identifie ces résultats-là comme étant des cibles au niveau des activités. Fait que je pense que la communication au sens large aussi est extrêmement importante pour pas que les gens se sentent contraints, mais qu'ils se sentent plutôt appuyés dans leurs exercices de représentation. Puis nous, un petit parallèle, nous, on veut justement faire après un lunch and learn sur les OKR. Ça, c'est une manière de communiquer les objectifs de l'entreprise et des individus à travers ça. C'est un sujet super intéressant. Oui, je pense qu'on va en parler dans une autre rencontre. Ça va être vraiment intéressant. Puis l'idée derrière les OKR, Objective and Key Results, justement, c'est de permettre à l'organisation de déclarer son objectif, mais aussi à chacun des individus d'identifier, eux, dans leur contexte particulier, quels sont leurs objectifs. Exact. Ça va, un objectif, c'est global en termes de vision, puis les key results, ça va ressembler justement à des choses comme pour réaliser ça, je dois faire tant de visites, je dois atteindre tant de ventes. Donc, c'est un bon segue, effectivement. Il faudrait qu'on parle de ça. Puis nous, il nous reste moins de 2 minutes. On revient pour conclure sur notre formule du départ, JF. On avait le gain sur l'investissement. Je pense qu'on a parlé de plein de façons, surtout utiliser les données, donner les bons outils, faire en sorte que les gens puissent exécuter de façon efficace dans les magasins et proposer des opportunités. On a donné des idées pour augmenter le gain sur l'investissement. Exact. Le coût sur l'investissement, on peut le contrôler, on peut le mesurer, mais maintenant, le réduire de façon significative, il y a des mécanismes. Là. On pourrait éviter de faire en sorte que les gens se déplacent trop. Il y a toutes sortes de façons de réduire les coûts. Mais c'est à observer. Puis le résultat, ben, ça va être un meilleur retour sur investissement sur votre force de vente. Fait que si vous êtes intéressé à en entendre parler plus en détail, gênez-vous pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de mesurer ça avec vous. On sait qu'il y a plein de configurations possibles dans les organisations, mais il faut le faire, il faut mesurer si on veut savoir si on s'en va dans la bonne direction. On ne peut pas évaluer si on ne peut pas mesurer. Oh yeah!
OK. Ben, merci, JF. Bon. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. C'était super cool de parler avec toi. Donc, pour tout le monde, si vous avez aimé, envoyez-nous des pouces en l'air, envoyez-nous des questions. Et on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. À la prochaine. Bye bye. Ciao.